Bonjour à tous et à toutes. En fait, le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale n'était pas tout à fait terminé parce que j'ai rajouté une dernière séance consacrée à la France pendant la guerre, avec comme problématique donc quel a été le sort de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en grand 1, voyons les bouleversements politiques. Donc on a vu que le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni ont déclaré la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne, contre d'ailleurs les prévisions de Hitler. Et pendant plusieurs mois, c'est la drôle de guerre, hein, c'est-à-dire que les Français et les Britanniques ont une posture défensive, hein, ne vont pas attaquer l'Allemagne, et pendant plusieurs mois, les deux armées se font face sans véritable combat d'envergure sur le front. Alors, le 10 mai 1940, l'armée allemande enclenche la Blitzkrieg, hein, et en juin 1940, l'armée française est vaincue. Alors, dans ce contexte-là, le maréchal Pétain est appelé à la tête du gouvernement. Il peut faire figure peut-être de sauveur, mais bon, en tout cas, il va conclure l'armistice le 22 juin, et en juillet, hein, ça c'est une date clé, 1940, l'Assemblée nationale lui confie les pleins pouvoirs. Donc les députés, et d'ailleurs même des députés socialistes issus du Front populaire, hein, vont confier les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, alors même que celui-ci euh, voilà, veut conclure la paix avec l'Allemagne. Et donc un régime autoritaire, hein, ce qu'on appelle officiellement le régime de l'État français, plus communément appelé le régime de Vichy, du nom de la nouvelle capitale, se met en place et la Troisième République est bel et bien abolie. Alors la France est divisée par les Allemands en plusieurs zones, dont la zone occupée, la zone nord, qui est placée directement sous commandement allemand, et la zone dite libre, ou zone sud, qui est dirigée, du moins officiellement, par le régime de Vichy. Hein, donc sachant que Vichy devient la capitale du nouveau gouvernement. Alors il y a d'autres zones à savoir, hein, notamment le Nord-Pas-de-Calais, qui va être placé directement sous commandement militaire depuis Bruxelles. Sachant que c'est une région évidemment stratégique parce qu'elle est limitrophe de la Manche et donc du Royaume-Uni. Tandis que d'ailleurs que l'Alsace et la Moselle, donc une partie de la Lorraine, sont détachées de la France et rattachées au Reich. Donc il faut bien le voir, mais il y a une partie de la France qui sera rattachée au Reich allemand. Sachant d'ailleurs, je reviens aux Alsaciens, mais ils seront, et aux Mosellans, contraints de s'engager dans l'armée allemande. Alors, Pétain n'est pas un inconnu, hein, bien sûr, hein, c'est un des grands généraux de la Première Guerre mondiale, on le considère comme le vainqueur de la grande bataille de Verdun. On sait qu'il figure plutôt évidemment à droite du champ politique, hein, on dirait que c'est un conservateur avec des valeurs traditionnelles. Mais il est vrai que ceux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain ne sont pas tous forcément au départ des collaborateurs avec l'Allemagne nazie. Donc, c'est un petit peu complexe tout ça, donc je vais faire plutôt simple, hein, voilà. En tout cas, donc Pétain lance un programme politique qu'on appelle la Révolution nationale, qui est symbolisé donc, par un nouveau slogan, donc qui remplace la devise liberté, égalité, fraternité, à savoir travail, famille, patrie. Donc les valeurs, on dirait, traditionnelles. Donc c'est un régime réactionnaire, certains pourraient dire même fasciste, enfin voilà, bon, il y a plusieurs façons de voir les choses, là aussi je ne vais pas rentrer dans les querelles d'historiens ou les querelles politiques. Alors pour revenir à ce terme de réactionnaire, parfois qu'on contracte de manière familière en réac, c'est un régime qui cherche en fait à revenir à un ordre ancien, qui est en fait cet ordre ancien qui est là la France de la République parlementaire. Donc en clair, c'est un régime qui veut
modifier profondément la France, revenir à peut-être à un ordre d'avant la Révolution française, et qui en tout cas combat la République parlementaire, hein. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues en première, hein. L'antiparlementarisme hein, est quand même assez profond parmi la droite et une certaine gauche aussi en France, et on accuse voilà, la République de tous les maux, de corruption, de lâcheté, d'avoir précipité la défaite, etc. Donc voilà, c'est un régime, on va dire, réactionnaire, hein, donc qui cherche à une réaction, donc revenir à un ordre ancien, et donc à, on dirait, abolir les acquis de la République. Donc dans le Grand 2, voyons en quoi c'est un régime de collaboration. Alors Pétain est déjà très âgé, hein, et il va s'appuyer sur une équipe gouvernementale dirigée donc par un Premier ministre qui s'appelle Pierre Laval. Alors qui a déjà une longue carrière derrière lui, qui a déjà été président du Conseil dans les années 30. Hein. Alors c'est un ancien pacifiste, ça faut le voir, c'est intéressant, parce que voilà, il a voulu éviter la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de Français qui sont attachés à un pacifisme viscéral après le carnage de la Première Guerre. Mais ce pacifisme, en fait, va l'amener à la collaboration. C'est-à-dire, en clair, certains Français, dont Laval, hein, préfèrent, on dira, la paix allemande que la guerre. Alors bien sûr, il y a aussi une haine du communisme, hein. Ils considèrent voilà, que l'ennemi c'est l'URSS, le bolchevisme, et donc ces Français ne sont pas forcément nazis, hein, mais préfèrent voilà, une Europe en paix, une Europe allemande, qu'une Europe dominée par les communistes. Et donc Laval va s'engager à fond dans la voie de la collaboration. Alors il y a même un moment où Pétain va le destituer et le remplacer par un autre ministre, et les Allemands vont tout faire pour remettre Laval en selle. Et donc en octobre 1940, date importante aussi, Pétain rencontre Hitler, hein, c'est l'entrevue de Montoire, donc les deux hommes se rencontrent, et Hitler a un certain respect donc, pour le vainqueur de la Première Guerre mondiale, et Pétain annonce là officiellement à la radio la collaboration d'État avec l'Allemagne nazie. Et très rapidement, dans le même temps, hein, à l'automne 40, des lois sur le statut des Juifs sont promulguées. Donc des lois qui évidemment excluent les Juifs, on pourrait dire la communauté civique, notamment les Juifs étrangers. Hein, les Juifs français ont peut-être un sort enfin je veux dire, ont un sort plus enviable. Enfin voilà, le statut des Juifs est promulgué, et ce statut va même plus loin que ce que les nazis auraient pu demander aux autorités françaises. Et les premières déportations de Juifs étrangers sont organisées en mai 41. Donc quand on parle de Juifs étrangers, il s'agit souvent d'ailleurs de Juifs allemands ou autrichiens qui ont fui les nazis au début des années 30. Donc en mai 1942, le port de l'étoile jaune est imposé aux Juifs en zone occupée, donc manière évidemment de les reconnaître, mais aussi de les humilier hein, publiquement. Et en juillet 42, la police française organise la rafle du Veldiv, donc le vélodrome d'hiver, hein, qui est un stade couvert dédié aux courses cyclistes, et des milliers de juifs, hein, femmes, enfants inclus, sont arrêtés, raflés par la police française, parqués pendant plusieurs jours dans le Veldiv, et ensuite confiés aux Allemands qui les déportent vers les camps de concentration. Donc ça, c'est à savoir parce que c'est bien la police française qui organise la rafle du Veldiv au profit des Allemands, entre guillemets. Donc en novembre 42, il faut bien voir que les Allemands envahissent la zone sud pour faire face au débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Donc il y a toujours le régime de Vichy officiellement, mais enfin voilà, les troupes allemandes occupent l'ensemble du territoire français pour faire face à un éventuel débarquement des Alliés depuis l'Afrique du Nord. Alors à voir aussi que le gouvernement de Vichy va mettre en place le STO, Service du travail obligatoire, qui est en fait un transfert de travailleurs, donc qui ne sont pas volontaires, hein, en Allemagne. Donc ça se met en place en 1942. Le but officiel est d'organiser en fait ce qu'on appelle la relève. C'est un terme de propagande, hein, à savoir
qu'on échange 3 travailleurs contre un prisonnier de guerre. Parce qu'il y a de tête à peu près 1 million de soldats français faits prisonniers en Allemagne. Donc c'est quand même un moyen de pression qu'ont les Allemands sur le gouvernement, enfin en tout cas sur les Français. Alors, à voir aussi que des volontaires français s'engagent aussi dans les troupes combattant contre l'URSS, ce qu'on va appeler notamment la Légion des volontaires français. Donc là, pour le coup, voilà, ce sont des partisans nazis, ou en tout cas des anticommunistes convaincus, qui vont s'engager dans les troupes de l'Axe, hein, qui combattent en URSS. Il y a même d'ailleurs aussi une division SS, hein, la division SS Charlemagne, qui regroupe aussi des soldats francophones. Donc on trouve des Français, on trouve des Belges, des Luxembourgeois. Donc là, voilà, pour le coup, ce sont des nazis convaincus, hein, en tout cas des anticommunistes convaincus. À voir aussi qu'en 1943 est créée la milice, qui est en fait une police politique, hein, qui est calquée sur la Gestapo allemande, dont la mission principale est de lutter et d'arrêter les résistants. Donc là, il s'agit bien, là aussi, de Français. Alors, voyons bien sûr que dans le même temps va se développer des mouvements de résistance. Donc, le 18 juin 1940, le général de Gaulle, qui est un ancien proche de Pétain, il faut bien le voir, hein, c'est un ancien collaborateur de Pétain, lance un appel à la résistance depuis Londres. Alors, de Gaulle avait déjà eu voilà, certaines missions, mais il n'était pas forcément connu du grand public. Il avait notamment rédigé des livres visant à moderniser l'armée française, hein. Il croyait beaucoup dans l'arme blindée. Mais au départ, voilà, de Gaulle est un proche de Pétain, mais ils vont bien sûr s'éloigner. Donc, de Gaulle, en fait, va mener d'ailleurs des batailles un peu de la dernière chance contre les Allemands, mais enfin, en tout cas, voilà, en juin 40, il s'exile avec quelques partisans en Angleterre, et il va lancer un appel à la radio, à la BBC, à la résistance. Alors cet appel n'est pas forcément entendu par nombre de Français, mais il va être résumé par une affiche qui sera placardée en France. Et donc De Gaulle fonde les forces françaises libres, hein, les FFL, et les FFI, donc les forces françaises de l'intérieur. Donc les FFL combattent, on dirait, à l'extérieur de la France, donc d'abord plutôt en Afrique du Nord, dans les colonies, puis ensuite en Italie. Et les FFI, eux, ce sont des résistants de l'intérieur, hein, avec le soutien des alliés, hein, qui parachutent du matériel ou de l'armement. Alors, les résistants ont d'abord un rôle plutôt de renseignement, hein. Bon, certes, il y a du sabotage, mais c'est d'abord et surtout du renseignement militaire au profit des alliés. Alors, il y a d'autres mouvements clandestins qui vont se créer en France, hein, certains de manière très spontanée, hein, notamment quand il s'agit de récupérer des aviateurs anglais qui sont tombés en France, voilà, les cacher, les ramener en Angleterre. Donc voilà, il y a des mouvements de résistance spontanés. Il y a des mouvements aussi qu'on retrouve parmi des étudiants aussi. Et en fait, c'est l'invasion donc de l'URSS en juin 1941 qui va amener de nombreux communistes dans la résistance. Parce qu'au départ, le Parti communiste ne s'est pas forcément engagé, en tout cas officiellement, totalement dans la résistance. Et donc, avec l'invasion de l'URSS, là pour le coup, les communistes s'engagent dans la résistance autour d'un groupe qu'on appelle les FTP, les francs-tireurs et partisans. Donc, en tout cas, on l'a dit, hein, mais bon, les FFL, hein, qui d'ailleurs intègrent de nombreuses troupes coloniales, hein, combattent en Afrique du Nord et en Italie, et puis participent à la libération de la France avec les Alliés. Alors, en juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. En août 1944, Paris est libéré, on l'a vu, hein, par la deuxième division blindée commandée par le général Leclerc, hein. Les Américains ont laissé pour le symbole les Français libérer leur capitale. Pétain et Laval, qui ont tenté de fuir en Allemagne, sont arrêtés. Alors,
Ils sont jugés ensuite pour haute trahison. Au départ, Pétain est condamné à mort, mais en raison de son grand âge et de son passé de vainqueur de la Première Guerre mondiale, sa peine est commuée en prison à vie, hein, donc il mourra voilà, en résidence surveillée, tandis que lui, Laval, est fusillé hein, pour haute trahison à l'issue d'un procès. Alors, les gaullistes, les socialistes et les communistes vont former un gouvernement provisoire, hein, donc issu de la résistance, et pendant 2 ans, donc de 44 à 46, ce gouvernement provisoire donc dirige la France et prépare une nouvelle constitution qui amène à la proclamation de la 4ème République en 1946. Sauf qu'entre-temps, De Gaulle a quitté le gouvernement hein, parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec cette nouvelle constitution qui donne beaucoup de pouvoir au Parlement alors que lui veut plutôt un pouvoir présidentiel fort. Et d'ailleurs, hein, en 1958, De Gaulle reviendra au pouvoir dans le contexte de la guerre d'Algérie et instaurera la 5ème République, hein, qui donne beaucoup de prérogatives au président. Donc voilà pour cette séance consacrée à la France. Alors, je le dis d'emblée, même si je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai pas fait un cours proprement dit sur la politique d'extermination des nazis et le génocide des juifs ou des tziganes, sachant que c'est l'objet d'un sujet d'étude à part entière. Donc ça, ce sera vu euh, sous forme d'études de documents et de travaux à la maison. Donc voilà, hein, bien voir que le sujet d'étude de ce chapitre est consacré à la politique d'extermination menée par l'Allemagne nazie. Voilà pour ce chapitre, pour le coup c'est bel et bien la conclusion. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.